aborder aujourd'hui les conditions favorables à la vie. Tout d'abord, pourquoi il est essentiel d'avoir des conditions qui vont favoriser l'apparition de la vie. Ça ne va pas juste servir à l'apparition, mais ça va servir aussi au maintien et au développement. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des conditions favorables à l'apparition de la vie. Au tout début, il n'y avait aucune vie sur Terre, donc il devait avoir les conditions réunies ensemble en même temps pour que la vie puisse apparaître. Elle est apparue de façon très simple. On pense aux unicellulaires, par exemple les prokaryotes, donc les bactéries. Donc, c'est des cellules qui n'ont aucun noyau. Ensuite, on parle de l'apparition des eucaryotes, donc des cellules avec noyau. On est parti du plus simple pour se rendre jusqu'au plus complexe, nous. Pourquoi les conditions favorables à la vie doivent être maintenues? C'est parce que la vie, oui, elle est peut-être apparue, mais pour continuer à rester sur Terre, il doit y avoir un certain maintien. Par exemple, il doit y avoir une disponibilité des ressources. Si dans un milieu spécifique, tout d'un coup, il n'y a plus de ressources, donc il n'y a plus de nourriture, malheureusement, il y a peut-être des espèces qui, oui, est apparues, mais ils vont mourir par la suite. Donc, on doit avoir des conditions pour la voir apparaître et pour la maintenir. Il y a une troisième fonction. C'est le développement de la vie. Parfois, certaines espèces sont apparues, survivent, mais ils ne vont pas nécessairement se développer. Et l'exemple que je vous donne, c'est l'extinction des dinosaures. Donc, au tout début, quand les dinosaures existaient, il y avait des mammifères qui existaient aussi, mais les mammifères étaient de plus petite taille. Les mammifères n'étaient pas comme les mammifères qu'on connaît aujourd'hui de très grande taille, ils étaient plus petits. C'était vraiment les dinosaures qui régnaient sur Terre. Quand les dinosaures, malheureusement, se sont éteints, ça a permis aux petits mammifères de se développer et de grossir de plus en plus. Donc, les conditions dans lesquelles les mammifères étaient leur ont permis de favoriser le développement, la diversité et de croître. Donc, ce sont les trois fonctions qui permettent à la vie d'apparaître, d'être maintenue et de la développer, de la diversifier. Souvent, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Si on prend ici le système solaire, on a placé les planètes à égale distance par rapport au Soleil et on n'a pas respecté les proportions. Mais si on l'avait fait, soit qu'on ne verrait rien sur la diapositive parce qu'elles seraient trop petites ou trop éloignées les unes des autres. Donc, imaginons ici le Soleil. La zone habitable, c'est l'endroit où l'eau peut être retrouvée sous forme liquide. Donc, pour être retrouvée sous forme liquide, elle doit être entre 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. La zone habitable, eh bien, c'est sûr, on s'y trouve. Donc, la Terre est présente dans cette zone-là, ainsi qu'une partie de Mars. Cette zone-là, dans le fond, le Soleil va influencer la température. Donc, la zone habitable, il ne fait pas trop chaud, comme les planètes qui sont plus vers le Soleil. Par exemple, on pense à Mercure. S'il fait trop chaud, l'eau liquide va se transformer en vapeur, va s'évaporer. Si par contre on est plus loin de la zone habitable, l'eau va être trop froide et elle va geler. Donc, on doit vraiment être dans l'endroit où on retrouve entre 0 et 100 degrés Celsius. Par contre, il y a un petit point à soulever. On peut la retrouver sur Terre sous forme solide. On pense par exemple au glacier, mais on peut la retrouver aussi sous forme de vapeur. Dans l'air, on pense à l'humidité, il y a de l'eau. C'est juste qu'on peut la retrouver sous forme liquide aussi. Donc, nous, sur Terre, on a les trois phases, solide, liquide, gazeux. Un dernier point, c'est la zone habitable permet, entre autres, d'avoir des gaz dans l'air qui vont avoir un certain effet de serre. Donc, ça, c'est influencé et ça joue dans la zone habitable. Juste pour résumer, nous sommes dans la zone habitable. Trop près, on ne peut pas être dans la zone habitable, donc zone non habitable, ainsi qu'après, on est dans une zone non habitable. Mais ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Ce que nous avons constaté, c'est
c'est que éventuellement la zone habitable va se déplacer. À gauche, vous avez présentement notre Soleil et la zone habitable en vert. Par contre, le Soleil vieillit il y a environ 4,6 milliards d'années. Mais si on fait un bond de 8 milliards d'années, on se retrouve à 12,5 milliards d'années, le Soleil va être plus gros. Plus gros, ça veut dire que la zone habitable va aussi s'éloigner. Parce que si on dit Soleil plus gros, Soleil plus chaud proche des planètes, donc on doit reculer un peu pour pas que notre eau liquide s'évapore complètement. On peut voir aussi que dans 8 milliards d'années, malheureusement, Mercure et Vénus vont peut-être être combinés avec le Soleil et la Terre serait, à ce moment-là, la planète la plus proche du Soleil. Donc la zone habitable peut se modifier comme ça avec le temps, elle n'est pas fixe. Mais quelles sont les 3 conditions favorables à l'apparition de la vie et à son maintien? La première, présence d'eau liquide. On en a parlé. Deuxième, il doit y avoir présence d'atmosphère. Et troisième, certains éléments chimiques sont essentiels pour que la vie apparaisse et qu'elle puisse continuer à être maintenue au cours des années, des ères et des périodes. On a parlé précédemment de la présence d'eau liquide, que c'était important qu'elle soit sous phase liquide et non solide ou gazeux pour l'apparition et le maintien de la vie. Mais pourquoi? Si on y pense 2 minutes, ton corps contient entre 50 et 65% d'eau. La Terre, à sa surface, est à 71% faite d'eau, côté surface. L'apparition de la vie est apparue, à vrai dire, dans l'eau. Elle n'est pas apparue sur Terre, elle est vraiment apparue dans l'eau. Les liquides sont essentiels aux êtres vivants. Le solide, tout ce qui est eau solide, malheureusement, on ne peut pas faire de réaction en tant que telle avec elle. De plus, la phase solide de l'eau se déplace très difficilement. C'est beaucoup plus simple de transporter de l'eau liquide que de l'eau solide. Et surtout dans la nature, l'eau se déplace plus facilement de façon solide que de façon liquide. En gaz, oui, on en a en gaz en suspension, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire nos réactions chimiques comme on le voudrait. On pense notamment à la photosynthèse. Donc l'eau avec le dioxyde de carbone va former du dioxygène, l'air qu'on respire, et du glucose qui est important pour notre alimentation. Donc, l'eau liquide doit être présente pour l'apparition de la vie, pour son maintien, et elle est essentielle à la photosynthèse. La deuxième condition favorable à l'apparition et au maintien de la vie, c'est la présence d'atmosphère. L'atmosphère provient de la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est la force entre deux objets ayant une masse et qui s'attirent entre eux. Donc, la force gravitationnelle est influencée par la masse et par le rayon des objets et par la distance entre ces deux objets-là. Quand on va parler de planète, on va principalement parler de rayons. Donc, le rayon de la planète ou le rayon de l'astre ou du Soleil. La force gravitationnelle va permettre de retenir les gaz sur Terre et ça va provoquer l'effet de serre. Donc, si on pense par exemple à la Lune qui a une petite masse, malheureusement, il est très difficile pour elle de retenir des gaz, donc il n'y aura pas d'atmosphère sur la Lune. Les gaz essentiels que l'atmosphère retient à cause de la force gravitationnelle sont le CO2 et le O2, donc le dioxyde de carbone et le dioxygène. Le dioxyde de carbone permet de faire la photosynthèse, ce qui va nous procurer de l'oxygène pour respirer. Et le O2, le dioxygène, permet, entre autres, de faire la respiration cellulaire. Donc, ça nous permet à nous de respirer. Ce sont deux gaz très légers. L'atmosphère va aussi provoquer l'équilibre des températures. On parle énormément de l'effet de serre et comment l'effet de serre est néfaste et il faut faire attention pour le réchauffement climatique. J'apporterai ici un bémol. L'effet de serre est essentiel pour la Terre.
Donc, si on n'avait pas d'effet de serre, quand on serait face au soleil, donc la Terre face au soleil le jour, il ferait chaud, mais la nuit, quand on serait opposé au soleil, il ferait très froid. Donc, nous sur Terre, malgré que des fois on est à des 40 degrés l'été et des moins 40 l'hiver, on a quand même une température très très équilibrée. Et ça, c'est provoqué par l'effet de serre, entre autres. Le réchauffement climatique, pourquoi on parle de l'effet de serre et de son aspect négatif, c'est à cause de nos actions. L'effet de serre augmente. Et c'est à ce moment-là que c'est dangereux. Donc, l'effet de serre n'est pas dangereux, c'est son augmentation qui est très nuisible pour la survie des espèces vivantes, entre autres nous. L'atmosphère va aussi nous protéger contre les rayons X et les rayons ultraviolets, des rayons très néfastes pour nous qui peuvent, entre autres, engendrer le cancer. On pense par exemple aux rayons ultraviolets et le cancer de la peau. On va revenir un peu plus tard dans l'année là, sur toutes les zones, les dangerosités et faire certains petits calculs là, pour voir comment les rayons affectent les masses autour de nous. Finalement, l'atmosphère va nous protéger contre les débris que l'on reçoit. Saviez-vous que toutes les 30 secondes, la Terre reçoit des météorites sur elle? Donc des météorites qui vont frapper son atmosphère à toutes les 30 secondes. Heureusement, ces météorites ont 1 mm de diamètre, sont très très petites. Et habituellement, à cause de l'atmosphère, les débris qui arrivent de l'univers vont rencontrer dans le fond l'atmosphère et à cause de la friction des particules, va tranquillement se diminuer de grosseur. Donc, il y a des particules qui vont partir. Et heureusement, quand ces débris-là touchent la Terre, s'il reste encore des débris à toucher la Terre, vont faire peu de dégâts. Par contre, des météorites de 10 km de diamètre, ça existe. Et ça a existé dans l'histoire de la Terre. On pense par exemple à certaines extinctions d'espèces vivantes. Une météorite de 10 km de diamètre, ça arrive sur Terre environ tous les 100 millions d'années. Juste pour vous donner une petite idée, là, 10 km, c'est la distance entre Dorval et le centre-ville de Montréal. Finalement, la troisième condition, c'est la présence de certains éléments chimiques essentiels. Et on parle de carbone, d'hydrogène, d'azote et de dioxygène. Ces 4 éléments sont entre autres nécessaires pour la photosynthèse et la respiration cellulaire. Donc, photosynthèse, petit rappel, c'est le processus que font par exemple les plantes ou les arbres pour nous donner de l'oxygène. Et la respiration cellulaire, c'est la réaction que l'on fait nous quand on inspire de l'oxygène et entre autres qu'on expire du CO2. Ces 4 éléments-là sont aussi à la base de notre ADN. Donc notre plan de fabrication est créé à partir de ces 4 éléments chimiques. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ce que je vous propose, c'est de réinvestir ce que vous venez d'écouter à l'aide d'un astre quelconque. Moi, je vous donne un astre. Chaque équipe va avoir un astre différent. Vous allez lire le texte qui vous est donné par rapport à cet astre. Vous allez déterminer s'il est possible de vivre sur cet astre. Donc, que la vie se apparaisse et ou se maintienne à l'aide des 3 conditions qu'on a vues. Est-ce que les 3 sont réunis? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a 2, mais pas tout à fait complètement? Donc, c'est ce que je veux que vous déterminiez. Ensuite, vous faites dans le tableau, vous répondez à la première question. Est-ce qu'on a les conditions favorables à l'apparition de la vie? Donc, la première question, c'est la question obligatoire et vous remplissez le tableau que je vous ai donné sur la feuille. Ensuite, vous devez répondre à une des questions proposées. Donc, vous avez le choix entre plusieurs questions qui sont non obligatoires. Vous en choisissez qu'une seule et vous me faites une analyse à l'aide du texte et des éléments. Vous pouvez trouver les éléments dans le texte, dans votre cahier ADN, sur Internet.
Donc, je veux un texte complet. Et ensuite, vous redonnez vos feuilles à Madame Saint-Onge-Ross et n'oubliez pas d'identifier votre copie pour que je sache que vous avez bien fait votre travail. Donc, chers voyageurs de l'espace, je vous souhaite une bonne mission.